Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir Stéphane Travert. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous à ce rendez-vous de Public Sénat avec les Échos, Radio Classique et avec l'AFP. 3 grandes questions vous seront posées au cours de cette émission. 1. Êtes-vous fier, comme Nicolas Hulot, que la France tienne bon à Bruxelles sur le glyphosate, un refus de 5 années de plus de l'herbicide? Vous répondrez à Jean-Francis Pécresse. 2. Les agriculteurs sont-ils condamnés dans notre pays à la misère? Ils sont nombreux, on le sait, à ne pas pouvoir vivre de leur travail, sujet qu'abordera Jérémy Marot. 3. Les 6 mois maintenant de la présidence Macron. Comment convaincre les Français d'un changement positif? Vous le direz à Oriane Mancini. Et nous découvrirons le sondage OpinionWay pour l'épreuve de vérité. Vous verrez, résultats contradictoires sur cette question d'un premier bilan des 6 mois. Mais d'abord, une toute première question d'actualité. La croissance repart en Europe, y compris en France d'ailleurs, mais moins fortement. En revanche, le commerce extérieur français plonge. Le trou sera cette année de quelques 60 milliards d'euros, faiblesse de l'industrie, mais aussi de l'agriculture. Même si le solde est positif, on exporte moins, on importe plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou plus? Moi, je vois 2 choses. D'abord, vous avez parlé de la reprise. Oui, il y a la reprise de l'économie française. Et nos concitoyens, aujourd'hui, eh bien, ils consomment. Mais ils consomment des biens de première consommation, des biens qui sont produits à l'étranger, ce qui crée ce décalage avec ce que nous pouvons exporter. Et puis, sur l'agriculture, nous payons, bien évidemment, les effets de la très mauvaise récolte de 2016. Et aujourd'hui, nous devons travailler à rendre nos exploitations plus compétitives. Nous devons travailler sur la bannière France, monter en gamme, travailler sur ce qui fait la qualité du modèle France, la qualité de la ferme France. Est-ce que ça n'est pas contradictoire, monter en gamme et être plus compétitif? Par exemple, est-ce que vous êtes favorable à une solution peut-être pour faire face à la concurrence internationale, les fameuses fermes usines comme celle dont on parle beaucoup aujourd'hui en Saône-et-Loire? Le commissaire enquêteur a dit son opposition. Est-ce que vous y êtes favorable, oui ou non? Écoutez, il y a aujourd'hui en France des modèles agricoles, des systèmes agricoles. Et moi, je n'oppose pas les systèmes. Ils peuvent cohabiter. Je crois que ces systèmes, ils peuvent cohabiter dès lors où les règles de sécurité sanitaire sont respectées, dès lors où les conditions du bien-être animal sont respectées. Donc pour vous, la ferme de 4000 bovins, c'est oui. Mais dès lors où cette ferme présente toutes les conditions de sécurité, mais aussi présente toutes les conditions qui vont permettre à ce que les exploitations et les autres exploitations puissent trouver le modèle économique qui va bien et qui permette Donc vous êtes pour? On ne peut pas répondre de cette manière, je suis pour ou je suis contre. Si les conditions sont réunies. Si les conditions sont réunies, pour si les conditions sont réunies. Bien évidemment, je ne suis pas opposé à ce type de modèle parce que je ne veux pas opposer les modèles agricoles. Il y a des philosophies, il y a des marchés. L'idée, c'est que cela puisse trouver des débouchés économiques qui puissent créer de l'emploi, faire de la formation et valoriser les productions. C'est cela qui est important. Ces fermes-usines, elles existent notamment en Allemagne. On le sait. Est-ce que les éleveurs aujourd'hui doivent craindre le CETA, l'accord commercial de l'Union européenne avec le Canada? Est-ce que là, selon vous, c'est un risque d'importation massive de viande bovine en France au détriment de la nôtre? Non, je ne le crois pas. Pour la bonne et simple raison, c'est parce que nous avons mis en place un plan d'action. Mobilisation et contrôle. Contrôle de ce qui rentre sur le territoire français. Et je puis vous dire que lorsque l'on regarde les dernières importations de viande canadienne sur le territoire français, elles sont très faibles par rapport à ce qui était contenu dans l'accord précédent. Et aujourd'hui, il y a un nouvel accord. Il y a un nouvel accord. Porte ouverte, grande ouverte. Je partage avec vous, il y a un nouvel accord. Mais il y a aussi ce que nous avons proposé avec le gouvernement, ce plan d'action qui doit nous permettre de contrôler ce qui rentre sur notre territoire. Et nous n'accepterons pas, parce qu'il y a le principe de réciprocité, que ce que nous ne produisons pas sur notre territoire, parce que les conditions de production ne correspondent pas à ce que nous souhaitons en termes de traçabilité et de sécurité, puissent venir sur notre territoire. Et les choses, elles sont claires là-dessus. Très bien. La suite de l'épreuve de vérité avec une autre grande question d'actualité. C'est Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, qui nous rejoint.
Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Stéphane Travert. Alors, il n'y a pas eu accord aujourd'hui à Bruxelles sur le renouvellement du glyphosate, cet herbicide très contesté. La France demande toujours un délai, une reconduction pour 3 ans maximum. Est-ce que, comme Nicolas Hulot qu'on va écouter, vous vous dites fier de cette position française? On l'écoute tout de suite et vous réagissez après. Je suis content que la France ait maintenu sa position. Ce qui est important là-dedans, c'est que on est quand même passé en quelques semaines d'une idée qu'on allait reporter sans autre prescription l'utilisation du glyphosate sur 10 ans. C'est en gros comme si de rien n'était. À maintenant une prise en compte un peu plus sérieuse qui non seulement veut raccourcir considérablement les délais de réautorisation, mais surtout, c'est ça qui est important, parce que c'est pour moi l'essentiel, à sortir tout ça d'un plan pour reprogrammer pas simplement la sortie du glyphosate. En réalité, maintenant, je pense que chacun a intégré qu'il va falloir qu'on commence très sérieusement à programmer la sortie de la plupart des pesticides. Alors, est-ce que vous êtes fier de cette position française? Moi, je serai heureux et fier lorsque l'Europe aura réussi à se mettre d'accord. Et lorsque nous serons effectivement dans la sortie effective de ce produit, et lorsque nous aurons trouvé les moyens d'accompagner les agriculteurs. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. La question, c'est la durée aussi de la prolongation de la licence. La question qui se pose, c'est une décision européenne. C'est une défaite pour l'Europe aujourd'hui? Est-ce que c'est une défaite pour l'Europe aujourd'hui? Mais c'est une défaite pour l'Europe parce que l'Europe n'a pas pu trouver une position. 14 pays ont voté pour les autorisations à 5 ans contre 16 la dernière fois. Nous, la position du gouvernement, elle est claire. C'est trouver les conditions d'une sortie acceptable pour les agriculteurs et faire en sorte que nous puissions les accompagner dans cette sortie. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette ligne. Et moi, je serai heureux lorsque nous aurons trouvé les moyens de cette sortie acceptable et lorsque l'Europe aura réussi à se mettre d'accord. Donc il faut que l'on continue à travailler, à aller chercher des alliés parce que notre objectif final, et je le partage avec Nicolas Hulot, c'est bien évidemment la sortie des pesticides, mais aussi l'accompagnement. Et tout le monde vient là-dessus. Les ONG, comme l'ensemble des acteurs, viennent sur cette position de soutien aux agriculteurs pour sortir de cette... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la France doit transiger sur la question et accepter ce délai de 5 ans qui est assez communément admis et que même les écologistes au Parlement européen avaient accepté, d'ailleurs, avaient avalisé? Oui, il y avait cette position de 5 ans qui pouvait... Mais moi, quand j'avais proposé le 21 septembre dernier une période de 5 ans, c'était une période de 5 ans, non pas pour ensuite porter un autre renouvellement, c'était une période de 5 ans avec un phasing out, une sortie. Et moi, je suis pour la sortie. Dans 5 ans. Aujourd'hui, la position du gouvernement, vous l'avez entendu, la position de Matignon, c'est 4 ans. C'est 4 ans. La position du gouvernement, est à 4 ans. C'est 3 ans ce qu'on a défendu. La position du gouvernement est sur 4 ans. Mon collègue a précisé qu'il souhaitait que cela puisse se faire au-delà des 3 ans. Oui, Nicolas Hulot, tout à fait. Mais aujourd'hui... vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas une question de ne pas être d'accord, monsieur. La question 3-4 ans, c'est pas pareil. La question aujourd'hui, c'est que la France n'est pas toute seule. La France n'agit pas seule. Il faut faire un compromis. C'est ça. Il faut faire des compromis. La France, elle doit aller chercher des alliés. Elle doit aller chercher des alliés. L'objectif, moi, ce qui m'importe, c'est que lorsque l'on aura décidé la temporalité, le tempo de sortie de ce produit, c'est comment nous accompagnons les agriculteurs et ceux qui sont les utilisateurs de ce type de produit. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est la seule chose qui m'importe. Moi, je ne fais pas de pseudo, je dirais, histoire sur 1 an de plus, 1 an de moins. Ce qui m'importe, c'est que demain... Et c'est là-dessus qu'on vote. Mais quelle sera... Que l'on vote, mais nous ne sommes pas tout seuls à voter. Quelle sera la position de l'Europe lors du prochain vote? Faisons un peu de pédagogie sur cette affaire. La prochaine fois, à la fin du mois, on va reproposer un nouveau calendrier de sortie. Soit l'Europe considère qu'il n'y a pas de position commune, et à ce moment-là, le produit tombe en interdiction au 31 décembre. Le 15 décembre, je crois. Oui, enfin, en décembre 2017.
Et là, il n'y aura plus que les 18 mois d'écoulement d'autorisation pour écouler les stocks. Ouais. Et là, eh bien, l'entreprise qui gère ce type de produit aura la possibilité ou non, si elle le souhaite, de redéposer un dossier. Mais ça la concerne. Et ensuite, si la Commission décide de faire une proposition à 3 ans, à 4 ans, nous verrons. Il faudra trouver, ou à 5 ans, il faudra regarder. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quelle sera la proposition. Est-ce que c'est une proposition de sortie au terme de 4 ans ou 5 ans, ou est-ce que c'est une proposition d'extension de l'autorisation qui existe actuellement? Parce qu'il y a aussi cette question. Alors, et ce n'est pas la même chose. La différence, c'est quoi? Moi, je ne parle que de sortie. Dans 5 ans, on arrête, et l'autre solution, où c'est une extension, oui, il n'y a pas d'arrêt au terme de cette période, c'est ça ce que nos voisins allemands, par exemple, avaient proposé 3 ans, mais 3 ans, une extension à l'autorisation de mise sur le marché qui existait déjà. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette pseudo-polémique sur 3 ou 4 mois de plus, c'est comment est-ce qu'on sort d'abord de ce débat qui continue à empoisonner la vie politique aujourd'hui. Et la vie des agriculteurs. La vie des agriculteurs. Alors justement, la FNSEA, ce soir, elle dénonce une pétaudière. Et on ne peut pas vivre avec ces atermoiements, dit le premier syndicat agricole. Mais il met aussi la faute sur le gouvernement, parce qu'on a entendu des choses. On entend des choses contradictoires, 2, 3, 5 ans, 7 ans, 4 ans. Alors vous êtes aussi un peu dans les contradictions perpétuelles? Non. Les positions, elles sont claires. C'est quelle temporalité nous devons trouver. Et comme je vous l'ai dit, la France n'est pas seule, elle ne décide pas seule. Et donc nous devons trouver des alliés. Et il y a ce travail à faire. Le compromis. Et ce que la FNSEA a dit ce soir, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je suis triste que l'Europe n'ait pas su dégager une position commune qui nous permette de sortir, une fois pour toutes, de ce débat, et ensuite de pouvoir travailler sur les candidatures à la substitution et de travailler sur le plan de sortie dont ont besoin les agriculteurs. Soyons pragmatiques. De quoi ont besoin les agriculteurs qui utilisent aujourd'hui ce produit? C'est d'avoir un plan de sortie qui soit efficace, qui les accompagne. C'est vers quel modèle nous allons les accompagner? Quelles nouvelles pratiques agronomiques ils vont demain employer pour cultiver leur sol? C'est cela l'essentiel du débat. Alors qu'est-ce qui existe comme alternative précisément à cet herbicide, le glyphosate? On lit dans la presse qu'il existerait un certain nombre d'alternatives, et notamment bio. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi je lis aussi, comme vous, la presse, et certains nous disent qu'il existe des alternatives bio. Moi, là-dessus, je n'ai pas. Moi, je m'appuie sur la science et le droit, comme je le dis toujours, et je ne m'appuie que là-dessus. Maintenant, c'est à l'ANSES, c'est aux instituts techniques, c'est à la recherche de dire si ces produits peuvent être ou non homologués. Ce n'est pas à moi de le dire comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Est-ce que les agriculteurs sont assez respectueux de l'environnement aujourd'hui dans notre pays? On voit que, par exemple, alors, on a fait un sondage avec OpinionWay dont on parlera après, mais on va le citer tout de suite. La qualité des eaux en France, voilà, par exemple, on a été mis en cause par précisément l'Europe là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait comme effort pour améliorer la qualité des eaux? Vous savez, j'étais tout à l'heure, avant de venir ici, avec les représentants des... Pas les eaux de baignade, hein. Non, mais j'entends bien, mais les représentants des ostréiculteurs. Et c'est important, parce qu'eux aussi, ils surveillent la qualité des eaux sur le littoral, parce que ça dépend aussi de ce que l'on fait à côté sur les sols. Et je vais vous dire, les agriculteurs, aujourd'hui, les producteurs, ce sont les premiers concernés par les changements climatiques. Ce sont les premiers acteurs du développement durable. Ce sont les premiers acteurs de la transformation écologique des systèmes. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont soucieux de la qualité des sols. Alors regardez le sondage, justement, OpinionWay. On a posé cette question. Diriez-vous qu'aujourd'hui, en France, les agriculteurs sont respectueux de l'environnement? Eh bien, 39% de oui seulement, et il y a 59% de non. Donc là, manifestement, l'image des agriculteurs a changé en matière de défense de l'environnement. Ça vous heurte? Oui, ça me heurte, parce que moi, je n'accepte pas que, de façon générale, alors qu'on a besoin de rassembler, alors qu'on a besoin d'emmener tout le monde,
on a besoin d'emmener les agriculteurs, mais aussi on a besoin d'emmener nos concitoyens vers un mieux-disant environnemental, vers des pratiques plus écologiques, eh bien, moi, j'ai du mal à accepter que l'on puisse en permanence mésestimer le travail des agriculteurs. J'ai du mal que l'on puisse en permanence faire en sorte que les agriculteurs soient stigmatisés. Aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup d'agriculteurs dans les sorties que je fais sur le terrain. Et je puis vous dire que la plupart d'entre eux aujourd'hui, parce qu'ils ont suivi des parcours de formation qui leur ont appris à mieux gérer la qualité de leur sol, je puis vous dire que sur ces sujets-là, ce sont des acteurs majeurs et qu'ils sont très précautionneux des produits d'abord qu'ils emploient et qu'ils ont tous envie, bien évidemment, de laisser une trace propre en termes environnementaux sur les terres qu'ils cultivent. Il y a un plan en cours justement qui s'appelle le plan Éco-Phyto 2018, tout à fait, qui doit, je crois, permettre de réduire de 50% la quantité de pesticides dans les sols à l'horizon de 2018, de l'année prochaine. Où est-ce qu'on en est et est-ce que vous reconduirez ce plan jusqu'à 2025 ? Oui, il était en deux parties. Il y a eu la première partie du plan Éco-Phyto qui avait été lancé par mon prédécesseur Stéphane Le Foll. C'est Dominique Potier qui porte ce plan Éco-Phyto. Et bien évidemment, il faut continuer à travailler. D'ailleurs, un bon nombre de résultats sont plutôt satisfaisants sur ce plan Éco-Phyto. Il faut continuer à travailler, à aller plus loin. Et bien évidemment, moi je souhaite m'inscrire dans ce plan Éco-Phyto et continuer à le faire évoluer. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas une crise de confiance entre les Français et leurs agriculteurs aujourd'hui ? Il n'y a pas une forme de défiance sur la qualité de leur alimentation ? Mais les consommateurs et les Français, chacun d'entre nous est soucieux de la qualité et de la traçabilité de ce qu'il consomme. Et je crois qu'on doit former un pacte avec les consommateurs et les agriculteurs, quels que soient les systèmes agricoles dans lesquels ils évoluent. Nous devons travailler et promouvoir plus de qualité. Nous devons travailler à mieux segmenter les productions. Nous devons travailler à faire en sorte que cette qualité soit au rendez-vous de la demande sociale de nos concitoyens. Et c'est comme ça que l'on va réconcilier à la fois les concitoyens et le monde rural. Moi, je n'accepte pas qu'il puisse y avoir cette espèce de coupure ou cassure entre ce qu'on appellerait les urbains d'un côté et les ruraux de l'autre. Et moi, je suis là pour être un ensemblier. Essayer de faire en sorte que les uns et les autres se parlent et que l'on puisse monter en qualité et faire en sorte que l'on puisse réussir ensemble. Les députés ont prolongé aujourd'hui en commission l'aide au maintien à l'agriculture biologique, puisque ces budgets ont été rognés du budget gouvernemental. Non. C'est toute la polémique du moment et toute la protestation des agriculteurs. Alors est-ce que vous allez rétablir ces aides ? Mais ces aides, je n'ai pas les rétablir puisque je ne les ai pas supprimées. Elles ne sont pas versées, elles ne sont plus versées. J'ai dû faire un transfert. Elles n'arrivent plus dans les exploitations. Ce n'est pas vrai. J'ai dû faire un transfert au cœur de l'été du pilier 1 vers le pilier 2, qui a été très commenté, pour financer l'ICHN. Rapidement. Non, mais attendez, est-ce que ces aides vont revenir ? Faisons un peu de pédagogie sur la bio. Oui, mais non, il faut expliquer, parce que, voyez-vous, la question que vous posez aujourd'hui, elle porte sur ce qui peut nous opposer avec les membres, les associations qui promeuvent le bio. Oui, moi, aujourd'hui, je n'ai rien supprimé. Nous continuons à soutenir la mise en bio, la conversion, bien évidemment. Nous avons, dans le PLFR, adopté un crédit d'impôt qui permet aujourd'hui aux agriculteurs bio, et c'est de cela dont vous voulez parler, qui permet aux agriculteurs bio de pouvoir financer leur activité, financer leurs projets. Beaucoup de ces aides qui étaient de la responsabilité de l'État ont été transférées aux régions et elles n'arrivent plus dans... là, vous les rassurez. Moi, je veux les rassurer. Et il est hors de question. Le message, on va s'en tenir au message. Oui, mais non, parce qu'il faut dire les choses avec la réalité. Non, parce qu'on ne peut pas laisser dire des choses fausses. Justement, il est hors de question de dire que les aides n'arrivent pas dans les exploitations. Ce n'est pas vrai. Il y a les aides PAC. Oui, mais il y a d'abord les aides PAC sur lesquelles nous avons travaillé. Les aides MAEC qui arrivent dans les exploitations puisque nous respectons le calendrier que nous avions donné. Et sur les aides bio, conversion, crédit d'impôt, nous sommes au rendez-vous de ce que nous avons Vous êtes au rendez-vous. On verra si vos propos rassurent les agriculteurs. Mais je le souhaite. On le souhaite aussi pour eux et pour ce qu'on a dans notre assiette. Merci Jean-Francis. Merci, monsieur. La suite de l'épreuve de vérité avec Jérémy Marot de l'AFP qui nous rejoint.
L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, monsieur. Stéphane Travert. Je voulais vous rappeler deux chiffres que vous connaissez sans doute par cœur au sujet des agriculteurs. Tout d'abord, 50% des agriculteurs ont touché moins de 350 € par mois en 2016. Ça, c'est un chiffre de la mutualité sociale agricole. Également, entre 2013 et 2015, le revenu annuel moyen des agriculteurs a chuté de 30%. Alors, est-ce que cette paupérisation est une fatalité? Est-elle inéluctable? Et vous, ministre de l'Agriculture, que pouvez-vous promettre à ces agriculteurs à la fin du quinquennat? Je ne crois pas que ce soit inéluctable. Nous avons posé des diagnostics pendant la campagne électorale. Oui, le monde agricole traverse des crises, et il traverse des crises importantes, des crises climatiques, des crises sanitaires qui ont emporté de nombreuses exploitations. Et aujourd'hui, nous avons mis en place les états généraux de l'alimentation pour recréer de la valeur, redonner de la confiance à notre système agricole, faire en sorte que les agriculteurs puissent demain vivre décemment de leur travail, retrouvent du revenu. Et c'était l'objet des états généraux de l'alimentation que sur lesquels nous avons travaillé avec le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin à la fois de retrouver de la compétitivité dans les exploitations, nous avons besoin de leur transmettre de l'innovation pour améliorer cette compétitivité, nous avons besoin de former nos agriculteurs, les former à de nouvelles pratiques agronomiques, les former sur les nouvelles techniques d'élevage, les former aussi à la gestion des entreprises. C'est pourquoi, dans le budget que j'ai présenté au Parlement, j'avais mis un accent particulier sur la formation. Et je crois que c'est en construisant ce rapport nouveau de confiance entre les producteurs, les distributeurs et les transformateurs que nous avons la capacité, je pense, à pouvoir changer le paradigme et faire en sorte que notre agriculture demain soit plus compétitive et soit au rendez-vous des défis qui l'attendent. Alors il y a une attente qui est très très forte du monde agricole. On va écouter la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Elle vous interpelle, monsieur le ministre, elle vous demande d'agir dans ce bras de fer entre bien sûr les producteurs et les distributeurs. Les négociations commerciales commencent. On l'écoute et vous répondez. Monsieur le ministre, très vite, faites signer la charte d'engagement des acteurs de filière pour respecter de meilleures conditions dans les négociations commerciales. Monsieur Macron a promis une loi, elle n'interviendra qu'au premier semestre. Les négociations commerciales commencent en ce moment, c'est très compliqué, la pression est très forte pour baisser encore les prix. Il faut que vous obteniez l'engagement de tous les acteurs qu'ils vont se comporter différemment. Où en êtes-vous? Alors, on vous demande là de changer les comportements et notamment les méthodes commerciales. Moi, je souscris pleinement à ce que dit Madame Lambert sur ce sujet. Nous avons effectivement une charte d'engagement. Et je puis vous dire que jeudi dernier, j'avais autour de la table, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'avais les 5 organisations syndicales, j'avais les représentants des industries agroalimentaires, j'avais les représentants de la distribution. Ils étaient presque tous là, les représentants de la distribution. Et nous sommes tombés d'accord pour la signature d'une charte d'engagement sur des pratiques nouvelles. C'est l'inversion de la construction du prix. C'est revenir à ce qui fait l'essence même de l'esprit des États généraux de l'alimentation. C'est tenir compte de la feuille de route que nous a donnée le président de la République le 11 octobre dernier, lorsqu'il est venu à Rungis pour parler de l'agriculture. Et il avait fait un discours puissant et fort sur l'agriculture. Et cette charte, aujourd'hui, nous sommes en train de la finaliser, parce qu'il manquait encore quelqu'un autour de la table. Il manquait Michel-Édouard Leclerc. Et je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, nous sommes dans la discussion pour faire en sorte que tout le monde soit là. Parce que je souhaite que tout le monde, tous les acteurs de la distribution, de la transformation et de la production soient autour de la table pour signer cette charte. C'est en bonne voie et nous sommes en train d'y travailler. Madame Lambert le sait très bien, puisque son organisation syndicale et d'autres ont travaillé avec nous pour l'élaboration de cette charte. Les rapports sont compliqués avec la grande distribution? Vous dites on a attendu Michel-Édouard Leclerc. Non, les rapports ne sont pas compliqués. Il y a de la discussion. Il faut leur tordre un peu le bras quand même, vous le savez. Alors, mais tout dépend de quoi on parle. Pour la signature de la charte, par exemple, je n'ai eu à tordre le bras de personne. Chacun est venu de son plein gré et la réunion s'est très bien passée. Vous savez, on a vécu quelque chose d'historique la semaine dernière au ministère de l'Agriculture. On a mis autour de la table des gens qui ne se parlaient plus, des gens qui ne savaient plus travailler ensemble. La réunion s'est très bien passée.
dans un excellent climat. Chacun a pu faire valoir son point de vue, etc. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons trouvé un débouché politique et un débouché moral sur ce que nous souhaitons faire. Et en même temps, vous évoquez le discours d'Emmanuel Macron. Il a demandé aussi aux filières de se prendre en main. Il a demandé aux filières elles-mêmes de formuler des propositions qui doivent être formulées mi-décembre, je crois. Pour le 10 décembre. Pour le 10 décembre. Où en êtes-vous où en sont ces filières sur ces propositions? Je crois qu'un point d'étape doit être fait très prochainement. Alors, les filières, nous les avons reçues pour parler avec elles de la méthode sur laquelle ils pourraient travailler, pour leur donner le guide, je dirais, pour nous faire des propositions qui devront être restituées le 10 décembre prochain. Là, nous sommes en phase des réunions techniques. Je recevrai les filières la semaine prochaine, une par une, dans mon bureau. Je les verrai individuellement les unes et les autres, parce que pour faire le point à mi-parcours, pour voir où elles en sont, pour voir comment est-ce que nous progressons sur un certain nombre de sujets, parce que nous avons besoin, pour le 10 décembre, de pouvoir transmettre au président de la République l'ensemble du travail issu de la réflexion des filières, pour ensuite prendre les engagements que l'État saura prendre. Il n'y a pas un exemple là qui vient contrarier vos paroles apaisantes, sinon rassurantes, Monsieur le Ministre? Je veux parler du beurre. Le beurre qui a disparu de certains rayons, et on dit que c'est un énorme bluff. En fait, la vérité, c'est que les distributeurs, justement, Monsieur Leclerc et les autres, ne veulent pas payer le bon prix du beurre. Alors là, c'est bien quand même le fait que c'est toujours peut-être le pot de terre contre le pot de fer. Non, mais justement, vous savez, dans l'inversion de la contractualisation, là, nous avons un cas d'école particulier avec le beurre. D'abord, il n'y a pas de pénurie de beurre. S'il a pu manquer du beurre dans les magasins, c'est parce qu'il y a eu des achats de précaution, beaucoup d'achats de précaution qui se sont... les consommateurs. Les consommateurs, au lieu d'acheter une plaquette de beurre comme ils en avaient l'habitude, les ont achetés par 4 ou 5. Et moi, je dis aux gens de ne pas stocker. En plus, le beurre, quand il est mis au congélateur, c'est pas la meilleure manière de le conserver, de le manger et de le déguster après. C'est un Normand qui vous le dit. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le beurre, nous avons demandé à ce que chacun prenne ses responsabilités. Les distributeurs prennent leurs responsabilités. Je sais qu'il y a des discussions en cours. Ce sont des discussions qui ne sont pas toujours faciles, mais je crois que nous allons arriver à un point de sortie parce que c'est nécessaire. Et moi, j'y mets tout mon poids politique là-dedans, parce que le ministère de l'Agriculture, il est là aussi moteur pour inciter les uns et les autres à trouver les voies du compromis, et nous avons besoin de trouver ces voies de compromis. Et je puis vous dire que nous ne manquerons pas de beurre. Et un certain nombre de grandes surfaces et de groupes de la distribution ont déjà passé des trains de hausse, ont accepté du moins des trains de hausse des transformateurs. Donc je ne vois pas pourquoi demain les rayons ne seraient pas regarnis de ce point de vue. Vous faites des états généraux de l'alimentation en France, c'est très bien, mais l'agriculture française est aussi ouverte sur le monde, tributaire du monde extérieur. D'ailleurs, on a vu la semaine dernière que les exportations de foie gras ont repris, c'est ça, vers le Japon. Qu'en est-il de la viande bovine vers la Turquie ? Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles aussi, c'est-à-dire que la France, parce qu'elle a su faire un gros travail sur le plan sanitaire, a su démontrer qu'elle était totalement safe, comme on dit, suite à l'épisode de grippe aviaire. Et donc le Japon a réouvert les portes pour le marché de la volaille et du foie gras. Demain, la Turquie va faire de même pour les importations de viande bovine sur son territoire. C'est une bonne nouvelle pour la filière bovine française, parce que nous savons que la Turquie est très, très attachée à la qualité de la filière bovine française. J'ai pu rencontrer la filière bovine européenne lundi dernier à Bruxelles, dans le cadre de la Copa Cogeca, et je peux vous dire que là aussi, il y a des attentes fortes et que ceci est plutôt une bonne nouvelle. Justement, certaines filières pâtissent de la déprime des cours mondiaux. Est-ce qu'il faut à ce moment-là s'organiser plus fortement au niveau européen, quitte à créer des états généraux de l'alimentation européens? On sait qu'Emmanuel Macron est très friand de ce genre d'initiative. Mais tout à fait, c'est une initiative que nous allons prendre, puisque nous souhaitons exporter nos états généraux et faire en sorte que nous puissions avoir des séances au niveau européen pour partager notre expérience. Et je peux vous dire que bon nombre de nos partenaires et de mes homologues ministres de l'Agriculture en Europe sont très intéressés par la démarche qui est la nôtre actuellement.
important. Dernière question, Jérémy. Sur le quotidien des agriculteurs, on parle beaucoup de leur porte-monnaie, mais on a aussi l'actualité qui est souvent émaillée, malheureusement, de faits divers, de suicides des agriculteurs. On parle moins de la prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, leur proposer, justement, pour éviter que ces faits divers se reproduisent? Bien sûr, on le déplore, il y a toujours beaucoup trop de suicides dans le monde agricole du fait de la dureté, de la difficulté des conditions de travail, des conditions économiques. Et il y a des associations qui font un travail magnifique, formidable, pour soutenir les éleveurs en difficulté. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut aller prendre les choses à la racine, c'est-à-dire détecter les difficultés dès qu'elles arrivent et faire parler les gens pour éviter que des drames ne puissent arriver. Et donc, c'est faire en sorte que les agriculteurs ne soient pas seuls, c'est qu'ils puissent travailler entre eux, qu'ils puissent se regrouper justement pour partager ce qui fait la joie de leur métier, mais ce qui fait aussi ses difficultés. Et concrètement, là, vous en remettez aux associations, vous dites pas... Non, pas que, mais les associations, mais nous avons la capacité à pouvoir aussi soutenir le travail d'un certain nombre d'entre elles, et le ministère de l'Agriculture, il est là aussi pour accompagner un certain nombre de dispositifs, des dispositifs sociaux, d'une part, mais d'autre part, accompagner les associations sur des projets particuliers, bien évidemment. Nous ne sommes pas sourds à cette question. Une petite question, je ne vais pas vous demander de rouvrir tout le dossier du loup, vous en avez longuement parlé aujourd'hui au Sénat. Mais est-ce que vous soutiendrez les éleveurs qui tueraient éventuellement les prédateurs, une espèce protégée? Est-ce que vous les soutiendrez? Certains sont prêts à le faire. Vous avez cité les prédations dans certains départements, plus de 100 attaques parfois. Alors, est-ce que vous les soutiendrez, ces bergers-là? Moi, je soutiens les éleveurs. Oui. Parce que j'ai bien conscience que ce sont des situations qui à ne battre les loups peuvent eux-mêmes plus durer. Moi, je crois qu'il faut revenir sur cette question à la gestion de la pression de la prédation. Oui, mais on va pas tout refaire le dossier. Mais c'est là où c'est difficile. Eh bien, il faut pouvoir les aider à travers des mesures prises sur les territoires et laisser faire les territoires. Merci beaucoup, Jérémy. Dernière partie de l'épreuve de vérité. On va parler de politique, au sens plus large maintenant, avec Oriane Mancini de Public Sénat qui arrive. Bonsoir Oriane, avec votre question qui s'appuie sur la deuxième question de notre sondage exclusif OpinionWay. Exactement, bonsoir Monsieur le Ministre. Madame. Cela fait 6 mois maintenant qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée. Avec notre partenaire OpinionWay, vous allez le voir, nous avons posé la question aux Français pour savoir ce qu'ils pensaient de la situation de la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. On va regarder ensemble les résultats. 50% pensent que la situation n'a pas changé, 31% qu'elle s'est détériorée et seulement 18% trouvent qu'elle s'est améliorée. Comment convaincre les Français, Stéphane Travert? Par de la pédagogie. Expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, où on veut emmener les Français. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement fait jour après jour. Nous avons, je dirais, il faut de la sérénité, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Il faut faire ce que nous avons dit et dire ce que nous faisons. Et c'est ce à quoi ce gouvernement s'emploie depuis qu'il est en responsabilité. Et moi, je regarde ce sondage en disant qu'on a fait presque 1 an et demi, 2 ans de campagne. Comment pourrions-nous, en 6 mois, avec 1 mois et demi quasiment consacré aux élections législatives et à la préparation de la future majorité, répondre à 25 ans ou 30 ans d'échecs? Et je crois que notre action, elle s'inscrit dans la durée. Et bien évidemment que nous souhaitons que les résultats arrivent le plus vite possible. Et on le voit à travers la reprise qui est là. On le voit à travers les messages que nous envoient les pays de l'Union européenne. La voix de la France, elle est entendue. La voix de la France, elle est très attendue aujourd'hui. Et donc, ce sont des messages de confiance. On a besoin d'avoir cette capacité à entraîner les gens sur nos projets et de leur expliquer doctement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Libérer et protéger, cela reste toujours de mise. Qu'est-ce que vous dites aux Français? Qu'il faut être patient, que ça prendra du temps? C'est un peu ce que disait Bruno Le Maire ce matin dans Les Échos aussi. Sur le chômage, oui. Mais moi, les résultats seront longs à attendre, dit-il. Mais moi, je comprends l'impatience des Français. Cela fait des années qu'on leur demande d'être patients, justement. Est-ce que vous comprenez également peut-être leur manque d'adhésion à la personnalité, au style de gouvernement du chef de l'État? Vous savez, sur le style de gouvernance du chef de l'État, il assume
et il remplit parfaitement sa fonction. Il fait l'autorité comme chef de l'État. Il incarne aujourd'hui la politique qu'il a proposée devant les Français pendant l'élection présidentielle. Il fédère. Il a su fédérer des gens qui venaient de parcours et d'espaces différents. Comme vous. Et comme moi, et comme d'autres. Et aujourd'hui, cette force-là, eh bien, elle doit se traduire en actes. Nous travaillons pour les Français, nous travaillons pour la France. Et aujourd'hui, à travers les premières mesures que nous avons prises, libérer, permettre à l'économie de se mettre au service de nos concitoyens et protéger ensuite, faire en sorte que nos concitoyens puissent voir leur pouvoir d'achat augmenter à travers un certain nombre de mesures, remettre les gens dans l'emploi, comment traiter la question du chômage de masse, comment répondre aux inégalités. Vous parliez de pédagogie tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème de pédagogie ou est-ce que c'est le fait que la majorité des Français ont le sentiment que vos réformes ne s'adressent pas à eux et n'amélioreront pas leur situation? Mais justement, eh bien, il faut continuer à faire cette pédagogie et je vous remercie de pouvoir nous permettre de le faire sur les plateaux comme on le fait ce soir parce que nos politiques, elles s'adressent à tout le monde. Elles ne laissent personne sur le bord du chemin, madame. Parce que, tout simplement, c'est que nous avons besoin... c'était cette théorie des premiers de cordée dont a parlé Emmanuel Macron. Eh bien, les premiers de cordée, ils doivent entraîner les autres. Et nous sommes là pour entraîner aussi le peuple français derrière des mesures qui soient acceptables pour tous, derrière des mesures qui soient précises, mais qui soient justes socialement, qui soient justes fiscalement et qui permettent aussi de créer les conditions, un environnement économique qui permette de créer de l'emploi, qui permette de redonner de la compétitivité dans les entreprises et qui permettent, à la fin des fins, eh bien, de redonner de l'emploi pour nos concitoyens, c'est de redonner des moyens dans l'éducation pour former nos jeunes, c'est de redonner des moyens, et puisque je suis ministre de l'Agriculture, c'est notre agriculture, elle est un des poumons économiques de notre pays et c'est ce qui doit être porté vers le haut. On entend bien votre discours de défense d'Emmanuel Macron, de défense bien normal, du bilan du gouvernement, on le comprend C'est ce qu'il bien. attend de Mais vous. est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez raté durant ces 6 premiers mois? Raté, je ne me pose pas la question comme ça. Peut-être que parfois il faut faire preuve de plus de pédagogie, expliquer pourquoi nous faisons les choses. Vous savez, on a besoin de temps pour dresser des premiers bilans et je crois que ce n'est pas au bout de 6 mois qu'on peut toujours corriger une trajectoire. Vous avez parlé du style présidentiel, son autorité. Est-ce que vous vous sentez vous-même un peu tenu en laisse, puisque tout remonte à l'Élysée, dit-on? Non, pas du tout, monsieur. Moi, je ne me sens pas tenu. Je ne parle pas d'autorité. Non. Il fait autorité. Il fait autorité parce qu'il incarne la fonction présidentielle. Et le président de la République, il a su entraîner derrière lui. D'abord, il a gagné l'élection présidentielle, donc c'est une capacité à pouvoir entraîner les gens derrière soi, derrière un programme, derrière des propositions. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Est-ce que vous, ministre, vous avez des marges de manœuvre? Mais bien sûr. Nous travaillons tous les jours, nous sommes à notre tâche et nous rendons des comptes. Et c'est bien normal. Un ministre doit rendre des comptes et je le fais à chaque fois que cela m'est demandé et sans aucune difficulté. Et tous mes collègues en font autant et c'est bien normal. Mais rendre des comptes, c'est aussi avoir cette capacité à pouvoir dire les choses, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, faire des propositions et ensuite il y a des arbitrages. Moi je n'ai pas d'état d'âme. D'accord, pas d'état d'âme. Juste pour finir sur cette question, Michel, le dernier Conseil des ministres a duré plus longtemps que prévu. Est-ce qu'il y a eu un recadrage de la part d'Emmanuel Macron? Non, il n'y a pas eu de recadrage. On vous a dit ça suffit les fuites. Non, mais il n'y a pas eu de. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de recadrage. Vous avez appelé à plus de solidarité gouvernementale. Le président de la République nous a appelé à nous concentrer sur notre tâche, à travailler, à expliquer ce que nous faisons, à faire preuve de pédagogie. Et il a duré longtemps parce que, comme vous le savez, au Conseil des ministres, il y a beaucoup de sujets à aborder et il y a des débats. Et chacun a la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et c'est pourquoi ces conseils des ministres, eh bien, ils durent longtemps, mais parce qu'ils sont utiles aussi. Oriane. Juste avant de passer à Christophe Castaner, vous êtes un élu local, Stéphane Travert. Parmi ce qu'on retient de ces 6 mois du bilan d'Emmanuel Macron, c'est cette colère des élus locaux. Est-ce que vous la comprenez, cette colère ? D'abord, toujours faire de la pédagogie. Je peux comprendre que les élus locaux puissent parfois
se sentir éloignés des centres de décision. Moi, je suis issu d'un milieu très, très rural et je vois bien cette différence qu'il peut y avoir entre les villes, les grandes zones urbaines, les métropoles et les zones rurales. Mais aujourd'hui, notre travail, c'est quoi? Eh bien, c'est d'essayer de faire en sorte que nous puissions rassembler tout cela et veiller à ce que, aussi bien en milieu rural qu'en zone urbaine, chacun puisse avoir les mêmes chances et la même capacité à pouvoir innover, à réfléchir et à porter des projets. Alors, Christophe Castaner, on va y venir, prendra la tête de La République En Marche dans 10 jours. Il est le seul candidat. Est-ce que c'est le fait du prince? Non, ce n'est pas le fait du prince. Il a été choisi par un collectif et nous avons pensé que Christophe Castaner, parce qu'il faisait partie de celles et ceux qui ont la confiance des adhérents du mouvement. Christophe Castaner a été avec... tout seul ? Non, bien sûr que non. C'est un collectif qui a choisi la candidature de Christophe Castaner. Christophe Castaner fait partie des tout premiers à avoir rejoint le mouvement, à avoir rejoint Emmanuel Macron. Nous étions quelques-uns. Nous étions même, avec Christophe Castaner, nous partageons, et Richard Ferrand au groupe, nous partageons le fait d'avoir été rapporteur de la loi Macron en 2015. Et tout a commencé ici. Et aujourd'hui, Christophe Castaner est totalement légitime pour incarner notre mouvement politique et faire de La République En Marche un beau mouvement de respiration démocratique et un beau mouvement de réflexion politique. Est-ce qu'on peut être chef de parti et rester secrétaire d'État aux relations avec le Parlement? Oui, bien sûr, cela s'est vu. C'est plus compliqué pour le porte-parole là, bien évidemment, parce que qu'il devra quitter. Je pense qu'il sera amené à le quitter, mais moi je souhaite. Après, ce n'est pas moi qui prends la décision, elle ne me regarde pas, mais je pense qu'il est tout légitime à rester au gouvernement. Qui pour le remplacer à cette place de porte-parole du gouvernement? Ce n'est pas à moi de le dire, parce que de toute façon, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Vous avez peut-être une petite préférence? Mais je n'ai pas affiché de préférence. Vous savez, le chef de l'État et le Premier ministre feront un choix, et ce choix sera le mien. D'accord. Vous étiez socialiste, Stéphane Travers. Dominique Strauss-Kahn. Je suis toujours socialiste, mais être socialiste, ce n'est pas juste avoir un bout de carton et être adhérent d'un parti. Être socialiste, c'est une culture, ce sont des valeurs, c'est une identité. Oui, je suis de gauche et là-dessus, je n'ai pas changé. Alors, Dominique Strauss-Kahn a déclaré ce week-end à Marrakech: je crois qu'il n'y a pas d'avenir pour le PS et c'est une bonne chose. Il est temps qu'il disparaisse. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que le PS doit se refonder complètement. Le PS a perdu la bataille de l'opinion, la bataille des idées. Le PS ne travaillait plus, ne portait plus l'espoir de ses concitoyens. Mais de la même manière, le parti LR est exactement dans la même situation. Je crois que les valeurs de gauche, elles peuvent aujourd'hui s'incarner différemment, et nous sommes quelques-uns à pouvoir le faire. On vous oppose bien sûr, souvent on l'a fait dans cette émission, à Nicolas Hulot. Il a annoncé dans une interview au Monde, c'était un ultimatum, hein, je vous dirai dans un an si j'ai été utile, auquel cas je resterai. Est-ce que vous dites la même chose? Je verrai dans un an si j'ai été utile, sinon je partirai. Mais vous savez, moi, je ne pose pas le débat en ces termes. Ce n'est pas à moi de décider si je reste ou si je pars. Mais là, vous avez votre collègue qui le dit pour lui-même. Oui, mais ça vous choque la méthode alors, hein? Non, je ne me choque pas. Moi, chacun voit midi à sa porte, comme on dit ici. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que vous ne voyez pas toujours la même chose à votre porte. Non, mais ce que je dirais, c'est que ce n'est pas moi qui décide si je reste ou je pars. Donc les choses, elles sont assez claires. Bon, alors Time Magazine, The Next Leader of Europe, dites donc. C'est Emmanuel Macron. Il a écrit en tout petit. Si seulement il parvient à diriger la France, est-ce qu'il va réussir là? Bien sûr, mais The Next Leader in Europe, c'est un beau titre et c'est une belle photo. Très bien, vous y croyez, on l'a compris, bien à sûr 200%. Merci beaucoup. Merci Lauriane, merci Monsieur le Ministre. Merci Bonsoir à monsieur. tous. À la semaine prochaine. À bientôt.